J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, très rapidement, le sujet du jour, c'est la propagation de l'information et aussi le marketing d'influence. Donc, tout ce qu'il y a à savoir en fait sur le partenariat avec les influenceurs et aussi comment comprendre aussi comment l'information est transmise en fait au-delà de sa sphère de fans, donc sur les réseaux sociaux. Donc j'ai 30 minutes devant moi et j'ai plus de 60 slides à vous présenter. C'est un sacré défi, on y va. On va pas perdre plus de temps. Alors, voilà la masse d'informations que j'ai pour vous. Ah tiens, c'est 56 à peu près. Donc voilà, on va commencer. J'espère que vous êtes bien installés. Prenez une bouteille d'eau, un verre d'eau et on va commencer. Donc la contagion de l'information, une étude empirique sur la propagation de l'information à travers les réseaux sociaux. Donc l'étude empirique, c'est les études basées sur l'expérience, les constats, donc une bonne étude scientifique quoi. Alors, j'aime bien commencer en fait mes formations, mes cours, mes restitutions par une anecdote. Alors, celle-ci, c'est nous avons vécu dans des fermes, puis nous avons vécu dans des villes et maintenant nous vivons sur Internet. Ce petit texte est tiré du film The Social Network et ma foi, c'est une citation que je trouve pas mal en fait, que je partage avec vous tout de suite là. Donc effectivement, Internet est rentré un peu dans la catégorie des produits de première nécessité. Donc on ne peut plus réellement se passer de cet outil-là en fait. Donc il est extrêmement prédominant dans nos vies de tous les jours. Les réseaux sociaux, leur importance, je ne sais pas s'il faut le rappeler. Je pense que tout le monde sait que ces réseaux-là sont extrêmement importants dans la diffusion de l'information, dans l'innovation. Il y a eu énormément de recherches dessus. On a reconnu aussi leur importance à travers la diffusion de l'information, à travers les emails, le marketing. Les réseaux sociaux sont utilisés énormément dans le marketing, dans la recherche et la découverte d'expertise en fait, puisqu'il y a beaucoup de chasseurs de tête sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément d'études effectuées, comme je le disais en fait, et l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils nous donnent accès en fait à une quantité phénoménale de données pour tout ce qui est analyse empirique, et donc une bonne analyse scientifique en fait. Donc c'est une sorte de big data que les scientifiques vont analyser en fait pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme schéma, comme insight, comme clé à sortir en fait de toute cette masse de données là afin de prévoir des choses, prévoir des comportements, répondre à certains besoins ou identifier certaines difficultés et problématiques actuelles. Donc ces analyses là ont été faites, ont porté sur le comportement de groupe, le comportement individuel, la recommandation de produits, les propriétés globales de la propagation de l'information, chose qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les blogs, l'identification des blogs influents, donc tout ce qui est réseau d'influence aussi, et ça c'est la deuxième partie qu'on verra tout à l'heure. C'est quoi un réseau social? C'est un canal qui nous permet de partager des informations, aussi simple que cela. Il y en a beaucoup en fait, même si au Mali on n'utilise pas beaucoup de réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Il y a Dig, on va faire une première étude sur Dig. Dig qui est un réseau social, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc Dig, Twitter, Reddit, tout ça c'est des réseaux sociaux. Il y a QQ en Chine, Facebook que tout le monde connaît. Il y en a aussi certains qui sont très pas digital, c'est pas le bon mot, mais qui sont réellement axés interface web, site web et application web en fait, tout ce qui est Reddit, Quora et ainsi de suite. C'est pas forcément un réseau social avec des fans, des retweets et ainsi de suite, mais c'est plutôt une communauté qui interagit à travers des publications et des systèmes de voting internes. Et on les utilise énormément en fait. Généralement, ce réseau-là est le premier utilisé en fait pour diffuser les informations importantes. Et au Mali, surtout pour les situations politiques, on voit qu'on utilise énormément les réseaux sociaux à cette fin-là. Ils sont extrêmement puissants en fait ces réseaux sociaux puisque, comme je le disais, comme beaucoup de gens l'utilisent, généralement ils sont considérés comme un canal où on a encore une certaine liberté d'expression, où on peut se cacher souvent son identité afin de divulguer certaines informations. Par exemple, en Iran, en juin 2009,
L'opposition s'est servie de Twitter pour rassembler la foule et combattre en fait le pouvoir en place. Ça a été le cas aussi pour le Mali avec le mouvement M5 RFP. Ils ont beaucoup utilisé Facebook et Twitter aussi, tiens. Donc, ceci explique leur puissance. Alors, les premières études, comme je le disais, on va se focaliser sur Digg et Twitter. Alors, Digg, c'est un réseau social un peu à l'image de Twitter, à la différence que la page d'accueil en fait de ce réseau-là fait de la promotion d'articles, fait de la promotion d'histoires et de stories. Donc, l'étude va porter en fait sur 3 articles en première page et 3 articles fréquemment retweetés dans le cas de Twitter. Donc, Digg est un réseau social à promotion par la page d'accueil et Twitter par la promotion par les fans. Et le type de vote qui sera comptabilisé par cette étude, c'est les votes des fans de l'auteur ou des votes des fans des votants précédents. Et pareil pour Twitter. Donc, à partir de ces données, on est capable de reconstruire une certaine dynamique des votes et aussi analyser la propagation de l'information en fait à travers différentes structures de réseaux sociaux. Twitter qui est considéré comme un réseau pas forcément extrêmement dense et Digg qui est très dense en fait. Donc, les premières analyses montrent en fait, après, de par l'analyse sur les 3 articles là en première page, que l'accumulation des votes se fait à un rythme lent sur Digg, dans un premier temps. Et une fois que l'article est promu sur la première page, à ce moment-là, le nombre de votes grandit exponentiellement et grandit extrêmement rapidement en fait. Donc cela a été constaté par l'étude de Wu et Huberman en fait en 2007. Donc tout ce qui est en gris, c'est un peu la restite d'une étude que je vous propose en fait dans cette restite d'étude aussi. Et enfin, finit par saturer une fois qu'on a atteint en fait un peu le sommet du nombre de votes. C'est un peu différent sur Twitter, c'est que l'augmentation des votes augmente doucement jusqu'à saturation et il faut à peu près un jour jusqu'à arriver à cette saturation. Alors que sur Digg, en fait, tant que l'article n'est pas promu sur la première page, en fait, on n'arrive pas forcément à atteindre cette saturation des votes. Donc, comme je le disais en fait, hein, les histoires qu'on va analyser, c'est 3 histoires sur les troubles post-électoraux en Iran 2009. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Hogg et Lerman en 2009. Ok, donc la distribution de la popularité sur Digg et Twitter, on voit à travers les schémas qu'on a une distribution qui ressemble à une log normale en fait en rouge. La log normale en fait, on la verra, c'est une distribution aux extrémités longues, mais je vous expliquerai tout de suite à la slide d'après. Et on voit en fait que très peu d'articles, très peu de posts ou de stories sont extrêmement populaires et qui accumulent des centaines voire des milliers de retweets ou de votes en fait. Donc ceci est le cas en fait pour presque tous les réseaux sociaux, mais même sur ses propres pages sociales, vous verrez que beaucoup, la quasi-majorité de vos posts en fait sont pas forcément suivis et quelques rares posts sont extrêmement retweetés et ont une popularité extrême comparée à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est ce qu'on appelle en fait la distribution à extrémité longue. En fait, certaines stories, certains posts ont un volume d'activité inhabituellement élevé. Donc ceci a été constaté par certaines études en 2007, 2008 et 2006 sur Digg, sur Wikipédia et on le voit un peu partout, hein, même dans le milieu, surtout dans le milieu artistique. Très peu d'artistes en fait vivent de leur domaine d'activité et la quasi majorité en fait trime au quotidien, alors que un très peu pourcentage en fait arrive à s'en sortir et ces gens-là qui arrivent à s'en sortir, amassent en fait même on n'applique même plus Pareto là, c'est réellement les 90% presque des revenus. Van Gogh, Picasso et tout aussi on associe ne serait-ce que ces quelques artistes-là, ils représentent plus de 90% des revenus du monde artistique d'aujourd'hui. Donc vous voyez en fait que dans des millions d'artistes qui existent, en fait, seuls quelques rares arrivent à s'en sortir et c'est ce qu'on appelle la distribution à extrémité longue ou la log normale ici. Voilà. La distribution des votes par les supporters. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ici? C'est que le schéma A, ici à gauche, en fait, montre la distribution des votes des fans des soumissionnaires uniquement.
Donc on voit que moins de 400, moins de certaines fractions en fait de story n'a presque pas de vote. Et les stories qui ont des votes en fait sont de l'auteur, et les votants aussi sont proches des personnes qui ont participé à l'agrandissement en fait de ce vote-là. Donc pour faire simple en fait, quand vous faites un post et que vos premiers liens, vos premières interconnexions, donc vos fans publient ou retweetent ou appliquent ou votent en fait pour votre story, et vous allez voir qu'en fait les fans de ces derniers aussi vont commencer à voter pour ces stories-là, et c'est ce qu'on remarque en fait dans le cas de Digg, ce qui prouve en fait que c'est un réseau qui est fortement interconnecté. Alors, la propagation est à peu près la même sur Twitter, alors que le comportement est complètement différent en fait. On voit que beaucoup d'articles, beaucoup de posts en fait, beaucoup de tweets ne se propagent pas forcément de la même façon, et la grande majorité des tweets ne reçoivent presque pas de vote de la part de ses proches, de ses fans là en fait, des fans de l'auteur, des personnes qui suivent l'auteur en fait. Les premières retweets sont faites ou les premiers fans en fait, les premières likes sont faites par les proches de l'auteur, mais après ceci prend une proportion un peu différente puisque les prochains votants en fait sont complètement disjoints, ce qui fait qu'on n'a pas forcément une interconnexion entre les fans et les futurs votes en fait. Donc des fois on ne connaît pas forcément les personnes qui ont liké nos posts sur Twitter, ce qui prouve un peu que le réseau est faiblement interconnecté. L'évolution des votes et des fans, ici on montre la cascade un peu, c'est le nombre de votes des fans. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir ici, parce qu'il y a pas mal de textes, c'est que la taille de la médiane de cette cascade-là en noir sur le graphe A augmente jusqu'à atteindre une certaine partie où elle devient linéaire en fait au bout de 50-60 votes. Ceci montre en fait qu'il y a deux types. Il y a deux types de votes, mais on le verra dans la slide précédente, dans la slide suivante. Donc cette cascade-là, on voit qu'elle augmente, et après il y a une certaine courbure au niveau de 60 votes en fait qui la rend un peu plus linéaire en fait. Et sur la figure de droite, on voit en fait que la cascade, le nombre de votes des fans directs de l'auteur sont plutôt constants en haut, avant la promotion sur la page d'accueil, et en bas, même si l'article a atteint une certaine popularité, on va voir que le lien entre les votes et les fans de l'auteur sont pas du tout liés, puisque le graphe même montre une certaine rupture dans l'évolution en fait des votes d'un article. Donc ceci montre en fait qu'il y a deux dynamiques en fait sur Digg. La première dynamique, c'est la promotion par ses fans, et la deuxième dynamique, c'est la promotion par la page d'accueil. Une fois que l'article est promu dans la page d'accueil, l'interaction est extrêmement large et diversifiée, ce qui fait que la fonction réseau social elle-même ne joue pas en fait une tellement grande importance dans la diffusion de l'information, puisque ceux qui vont venir faire les votes de l'article sur le graphe B en fait ne sont pas forcément des proches de nous, des fans de nous, des choses, voilà, des gens avec lesquels on est en contact. La promotion sur Digg, sur la page d'accueil, il y a un algorithme spécifique en fait pour ce réseau social, mais généralement c'est aux alentours de 50 à 100 votes parmi certaines personnalités distinctes de sa première base d'abonnés, donc de son premier cluster de réseau social. Sur Twitter, c'est complètement l'inverse en fait. On voit que l'évolution de cette cascade-là est plutôt constante, et aussi l'évolution aussi des votes, des retweets de sa base de fans est plutôt constante aussi. Même si cette valeur est inférieure, en fait, la portée est beaucoup plus importante. En fait, il n'y a pas de rupture, et on voit que la promotion des posts est réellement favorisée par l'aspect réseau social, puisque c'est nos proches qui vont s'occuper de cette partie-là. Donc en gros, voilà en gros ce qu'il y a à dire sur cette page-là. Alors comme conclusion, c'est que le réseau social Digg étant beaucoup plus dense, en fait, la promotion de l'information se fait de manière plus lente jusqu'à la promotion sur la page d'accueil.
Et une fois que on a été promu sur cette page d'accueil-là, le nombre de fans augmente, mais l'aspect réseau social même sur ce site-là ne joue pas énormément d'importance puisque les fans qui vont voter pour notre article ne sont pas forcément en lien avec nous. Twitter, c'est un peu l'inverse. Les votes continuels sur nos stories ou les retweets se font réellement sur une base de proches en fait, ou de proches de proches. Et voilà. Quelles peuvent être les applications marketing de cette première partie? C'est que les réseaux de type danse, en guillemets, donc Reddit, Quora, il y en a beaucoup en fait, hein, donc à peu près, voilà, les réseaux de type danse sont forcément interconnectés. Donc au départ, en fait, un article publié se propage rapidement. Les utilisateurs qui suivent l'auteur font partie des premiers fans en fait, hein, des premiers votants de l'article. Et après, l'aspect réseau social a ralenti grandement en fait, même si la portée est exponentielle une fois que l'article est promu sur la page d'accueil. Donc, si vous voulez créer un buzz rapide ou une histoire que vous voulez partager de manière rapide, ces genres de réseaux sont fortement conseillés. Après, il faut voir en fait l'adoption de ces réseaux-là dans votre contrée. Au Mali, très sincèrement, il y en a pas beaucoup en fait de ces réseaux d'e-danse en fait qui sont beaucoup utilisés au Mali. Dig à 80% c'est des usagers des États-Unis. Reddit c'est à peu près pareil. Quora c'est à peu près pareil. Donc il faut réellement analyser en fait sa cible et l'adoption de ces réseaux d'e-danse par sa cible. Et Twitter c'est inverse en fait. On voit que l'information se propage beaucoup plus lentement que sur les réseaux dits denses. Par contre, l'article pénètre énormément et de manière temporelle va beaucoup plus loin en fait que sur les réseaux dits denses en fait. Donc, quand on a une information importante à partager ou on veut une longue portée et qu'on a du temps, voilà. Donc, on utilise les réseaux sociaux classiques en fait, hein, que ceux qui sont utilisés au Mali, c'est-à-dire Facebook, Twitter et ainsi de suite. Il y a d'autres études en fait hein, sur les effets de la cohésion sur l'étendue. Donc on va voir ces deux principes-là, mais avant il est important de rappeler un principe fondamental dans la gestion des connaissances. Donc on a ce qu'on appelle les connaissances dites codifiées, donc tout ce qui est codifiable, tout ce qui est explicite, donc tout ce qu'on a retranscrit dans des documents, les livres, les rapports, les mémos, les journaux, tout ce qu'on peut retranscrire, tout ce qu'on a retranscrit, dans tous les cas, toute connaissance est retranscriptible dans une certaine mesure. Et les connaissances dites tacites ou implicites, donc ça c'est la connaissance acquise par l'expérience et le travail. Et on verra que en fait le comportement de type de connaissances partagées sur le réseau social a une forte influence sur la portée de cette information-là. Donc un peu c'est ce qui est dit dans cette page-là. Et des recherches antérieures avaient déjà montré que qu'il y a un lien fort entre le transfert de connaissances tacites et codifiées en fait. C'est-à-dire que plus une équipe est soudée, plus le transfert de connaissances, plus il y a une certaine cohésion, plus la cohésion dans une équipe est forte, plus le transfert de connaissances tacites, ça veut dire tout ce qui n'est pas codifié, est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus large et beaucoup plus efficiente en fait, puisque la cohésion dans cette équipe, le rapport, le rapprochement, l'intérêt social et humain entre ces personnes-là font que elles auront plus tendance à partager des informations qui leur sont parce qu'on s'assemble un peu avec ceux à qui on ressemble, donc comme on a à peu près les mêmes centres d'intérêt, donc le transfert de connaissances implicites ou tacites est beaucoup plus simple en fait, et beaucoup plus élevé que des connaissances codifiées. On n'a pas forcément besoin de cette forte cohésion-là, et c'est une perte de temps de vouloir faire cela. D'ailleurs, il y a une petite info pour les DRH ici, c'est que si on voit en fait que dans nos entreprises, il y a beaucoup de gens qui sont considérés entre guillemets comme des bibliothèques vivantes qui acquièrent en fait énormément de connaissances à travers l'expérience qui n'est pas forcément codifiée. Donc si vous voulez promouvoir en fait le transfert de ce genre de connaissances, travaillez énormément sur la cohésion de votre équipe. Parce que c'est contre-productif de vouloir transmettre des connaissances dites tacites ou implicites dans une atmosphère où il n'y a pas de cohésion sociale en fait. Donc en gros, c'est le résultat de cette étude-là de Hassen en 99. Donc ce qu'on peut retenir en fait pour tout type de transfert de connaissances, pour les connaissances implicites, utiliser des liens forts,
parce que c'est beaucoup plus efficace pour des connaissances codifiées qu'on a transcrites dans des bouquins, dans des livres, sur des supports, utiliser des liens faibles en fait. Donc il n'y a pas besoin d'investir dans des liens forts pour transmettre de la connaissance codifiée. En gros, c'est ce que cette slide-là veut dire. Un point aussi important, c'est le trou structurel. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'un trou structurel existe en deux individus lorsque ces individus ne sont pas reliés par des liens forts avec des tiers. Donc, le trou structurel, en gros, c'est qu'on a un réseau, mais l'interconnexion de ce réseau-là ne s'est pas faite à travers des liens forts, en fait. Donc, en gros, pour schématiser, c'est un peu cela. Et c'est un peu le cas, en fait, des réseaux d'influence. Vous allez voir que les influenceurs ne partagent pas forcément les mêmes centres d'intérêt, les mêmes connaissances, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle les trous structurels. Il y a un gros trou structurel, en fait, dans ce type de réseau. Alors que les clusters ou les micro-réseaux, ça veut dire les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, en fait, même s'ils ne sont pas importants, ben voilà, les liens sont plutôt forts puisque c'est des gens qui partagent la même passion, en fait. Donc voilà. Donc, comme il a été constaté que la connaissance tacite ou implicite est difficile à transmettre, en fait, au-delà des quand les liens ne sont pas forts, donc il est important d'utiliser des micro-clusters, en fait, des micro-réseaux ou des clusters. Donc ceci, c'est un peu ce qui ressort un peu de ces différentes interprétations. Bon, j'ai mis sur le signe supérieur, il semble. Donc, on va essayer de vérifier, en fait, cette hypothèse-là. Pourquoi sembler? C'est parce que les liens faibles, en gros, les lacunes de cette structure-là sociale représentent donc des goulots d'étranglement, en fait, qui sont réellement critiques à l'épanouissement et à la transmission de connaissances dites tacites et non codifiées. Ce qui est important de savoir, c'est que la connaissance tacite est beaucoup plus susceptible d'être transférée à travers des trous structurels, même si on n'est pas relié par des liens forts, en fait. Par contre, l'interconnexion qu'on a et la cohésion qu'on a à travers ces genres de réseaux fait que l'intérêt pour la connaissance tacite est partagé. Donc, du coup, ce type de connaissance, même s'il y a un trou structurel, le lien fort permet de transmettre ce type de connaissance-là de manière beaucoup plus naturelle que un réseau avec des liens faibles. Donc le transfert de connaissances tacites est beaucoup plus sensible, en fait, d'avoir la bonne personne, la bonne connexion au bon endroit. Donc ceci fait que le transfert est fortement limité. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient en fait de tout cela? On utilise un micro-réseau. Le micro-réseau, c'est typiquement un petit cluster, par exemple, très souvent utilisé dans le domaine technique. Vous allez voir un petit centre de personnes qui partagent les mêmes intérêts pour les trucs et pas forcément un réseau d'influence en fait, ou un influenceur qui est suivi par une masse de personnes mais qui ne partagent pas forcément les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes connaissances en fait. Donc, si vous voulez investir, si vous avez un projet et que vous voulez investir sur du long terme, généralement les réseaux d'influence sont beaucoup plus pertinents. Et ce réseau-là, par contre, on n'investit jamais sur de la connaissance tacite, même si c'est sur du long terme dans un réseau d'influence, parce qu'ils n'auront pas la cohésion nécessaire pour la transmission de ce type de connaissances. Par contre, ils sont idéaux pour les connaissances codifiées. Si vous avez des manuels, des mises à jour tarifaires, ainsi de suite, donc eux, ils peuvent diffuser cette information puisqu'elle a été codifiée. Donc, les clusters ou micro-réseaux sont parfaits en fait pour la transmission de la connaissance dite tacite, implicite, donc la connaissance acquise par l'expérience et le travail. Et si généralement on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut un truc qui fasse buzz rapidement ou qui est diffusé rapidement, à ce moment-là on utilise ce type de réseau pour la connaissance tacite. Donc, ça c'est un peu la première partie en fait de ce support d'études. Et si on faisait un focus sur les études sur les réseaux d'influence. Donc, vous êtes en bas à droite ici et vous criez youpi avec des feux d'artifice. Bon, j'essaie d'illustrer ce que vous allez faire. Je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas si vous avez des feux d'artifice, mais c'est comme ça que je vous imagine. Voilà. Donc, l'influence, comprendre si on utilise un influenceur ou pas. Alors, la génération Z. Donc, 26, 11 ans à peu près. Donc, la génération 95 et plus jusqu'en 2010. Cette génération utilise énormément Internet et au Mali, on voit que les 13 ans et plus représentent plus de 58% de la population malienne.
On a un pays qui est extrêmement jeune, donc ceci est expliqué en fait à travers ces statistiques-là. Et cette génération, en fait, n'utilise pas Internet de la même façon que les générations précédentes. Donc, l'approche marketing doit évoluer pour toucher, en fait, cette génération. Puisqu'ils représentent 58% de la population, il serait bête réellement de passer à côté de ces gens-là, en fait. Ils suivent volontiers les gens en qui ils ont confiance et sont susceptibles d'être influencés. Donc, en gros, c'est un peu le résultat de ces études faites en 2019, 2018 et ainsi de suite. Le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique marketing qui tire profit d'un utilisateur en ligne qui est suivi, qui a beaucoup de followers, capable d'influencer les attitudes et les processus de décision des consommateurs en faveur d'une marque ou d'une idée. Donc ça a commencé en fait réellement le marketing d'influence à partir de 2015 et ça a fait réellement fureur en fait à partir de cette année-là. Beaucoup d'études le montrent en fait. Et cela a réellement changé et impacté le fonctionnement de pas mal d'industries, notamment le fashion, donc tout ce qui est style, cosmétique, romance, nourriture, et énormément de ces industries-là ont été façonnées en fait par le marketing d'influence, à tel point qu'ils sont devenus un critère de succès pour ces industries-là en fait. Alors, un influenceur se juge sur 4 caractéristiques. D'ailleurs, ça c'est une petite matrice que vous pouvez faire en fait quant au choix d'un influenceur une fois que vous avez intégré la première partie de cette restitution. C'est que juger un influenceur sur ces 4 points-là: l'expertise, la fiabilité, la crédibilité et son attirance. L'expertise, c'est l'expertise du domaine traité, parce qu'on va pas prendre n'importe qui pour venir raconter n'importe quoi, puisque ce n'est pas ça le but. Et on l'a vu à ce moment-là utiliser des micro-réseaux ou des clusters en fait, donc un groupe de connaissances qui partagent réellement un centre d'intérêt par rapport à l'information tacite que vous allez partager. La fiabilité, c'est le degré d'assurance qu'une source est motivée pour communiquer des informations et des affirmations valables. La crédibilité, est-ce que c'est une personne qui est jugée crédible par sa communauté? Un blagueur, souvent quelqu'un qui fait beaucoup de blagues et ainsi de suite, peut être jugé crédible dans le domaine de l'humour, mais pas forcément dans la diffusion de certaines autres informations. Et l'attirance physique, comme dans toute chose, c'est pas moi qui le dis, je ne vais pas taper sur les gens jugés moins attirantes, mais voilà, l'attirance est un sujet extrêmement important dans tout ce qui est réseau d'influence et l'influenceur, et aussi le choix sur les influenceurs. C'est qu'une personne attirante est jugée plus crédible qu'une personne qui ne l'est pas forcément. Et quel est le lien entre les influenceurs et la génération Z? Il y a plusieurs études qui ont été faites en 2019 et aussi, par exemple, le Harvard Business Review qui fait énormément de restit aussi d'études, c'est l'une des plus suivies au monde d'ailleurs, a fait plusieurs études en 2018 et qui montrent en fait que les jeunes, les consommateurs américains sont influencés à 19% par des réseaux d'influence, et quand on s'attaque à la génération Z, ils sont 2 fois plus élevés, donc plus de 36% achètent aux États-Unis à travers tout ce qu'on qualifie de marketing d'influence. Donc c'est extrêmement important et l'impact sur ces générations-là des influenceurs est phénoménal. 36%, ce n'est pas rien. Alors la classification des réseaux d'influence des influenceurs, donc il y a 4 points de manière générale en fait. Il y a le nombre de followers, il y a la motivation pour agir, il y a la plateforme utilisée, il y a des youtubeurs, des tiktokers et ainsi de suite, et le type d'activité. Généralement on a des influenceurs dits actifs ou passifs, et voilà. Je pense que je ne vous apprends pas forcément quelque chose ici. Ce que je vous dis en fait, c'est qu'en 2015, le boom des influenceurs a commencé réellement à prendre une place prépondérante en fait dans la façon dont on fait le marketing. Ça, c'est un peu l'évolution des trends en fait de ce mot influenceur. Et je pense que j'ai fait cette analyse en France. Oui, la géo ici dans le lien est FR, donc c'est la France. Mais c'est praticable en fait, c'est un point qui peut être transposé sur pas mal de nos contrées, y compris au Mali en fait. Donc le marketing d'influence, même s'il est un peu plus rentré tardivement dans nos contrées, il commence à être réellement utilisé en fait. Alors sur cette partie-là du réseau d'influence, on va avoir 2 études. Une première étude qui a été faite aux États-Unis à Opal University of Technology. Donc on a ici faculté plus de 612 répondants et on a fait
un questionnaire en fait avec une procédure d'échantillonnage. Donc je vais vous laisser analyser un peu ce document-là. Ce document-là à la fin, pour info, sera disponible gratuitement. Donc je vais vous expliquer après comment l'obtenir. Donc il y a eu 54% des 612 répondants qui étaient des hommes et 48% des femmes. Donc comme je ne sais pas si vous le savez, mais généralement dans les études empiriques on émet des hypothèses et à ce moment-là on vient confronter ces hypothèses-là aux différents résultats obtenus. Donc la première hypothèse, c'est de savoir si les influenceurs numériques ont de plus en plus d'influence sur les activités promotionnelles d'une entreprise, ce qui modifie le fonctionnement de plus en plus complet du système de promotion en ligne, en fait. Donc bon, ça, on le verra vrai ou pas. Et on a émis aussi deux hypothèses. La deuxième qui dit qu'il existe une relation entre la manière dont les répondants utilisent Internet et leur connaissance du concept d'influence numérique, donc tout ce qui est l'influenceur digital. Et la dernière hypothèse, c'est qu'il existe une dépendance entre l'utilisation des solutions adblocks. Les solutions adblock, en fait, c'est des solutions de filtrage de contenu des annonces publicitaires et ainsi de suite, parce que vous téléchargez tout sur Internet, donc beaucoup de gens de plus en plus commencent à installer en fait des logiciels pour barrer en fait le téléchargement de ces annonces publicitaires là afin d'optimiser leur bande passante en fait. Donc ce que cette hypothèse dit, c'est qu'il existe un lien entre l'utilisation de ces adblocks, de ces logiciels là, et l'impact que le marketing d'influence peut avoir sur ces gens là. Donc, le résultat de ces 612 participants, on voit qu'ils utilisent beaucoup Facebook, YouTube en deuxième position, Instagram et ainsi de suite. 76% de ces répondants admettent connaître le concept de marketing d'influence et d'influenceurs. Et lorsqu'on les interroge en fait sur quel type d'influence, quel type d'influenceurs ont des impacts sur leur consommation, ils répondent à 50% pour des célébrités et 37% pour des experts. L'impact des influenceurs est plus élevé que la pub personnalisée. Ça veut dire que le marketing digital de manière générale, c'est tenir compte de la donnée pour personnaliser l'approche qu'on a en fait et le ciblage et la promotion qu'on fait en fait. Donc on arrive à dire bonjour Eric, voilà, on sait que par tes usages et par tes données, tu aimes ça, 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 donc on te propose ça. C'est ce qu'on appelle la pub personnalisée. Donc ça, c'est l'avantage du marketing digital. J'ai pas mal de support là-dessus, donc vous pouvez vous connecter à mes pages sociales pour en savoir un peu plus. Et voilà, donc ce qu'on retient ici, c'est que les influenceurs sont beaucoup plus efficaces en fait que le marketing dit digital. Le marketing digital est venu, ce qu'on appelle le inbound marketing est venu remplacer le outbound marketing, donc le marketing mass market, donc tout ce qui est télévision, radio et ainsi de suite, qui est très froid, spam et spameux et puis voilà et ainsi de suite. Donc le marketing digital est venu remplacer en fait cette façon de faire du marketing, de la promotion, de la vente et ainsi de suite. Et le marketing d'influence vient de plus en plus remplacer à lui aussi le marketing digital. Et quant à savoir sur l'efficacité des activités impliquant un influenceur, la confiance en la personne en tant qu'autorité du sujet traité est le premier critère par lequel les gens vont prendre une décision. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un vendeur de choux pour venir vendre un téléphone. Ça n'a aucune importance. On voit de plus en plus de panneaux publicitaires d'artistes et de stars qui n'ont rien à voir avec le sujet traité et qui quand même posent pour des photos pour vendre ces services ou ces produits-là. Je vous le répète, les études montrent que cela ne marche pas. Voilà. La fiabilité du message, donc c'est quelque chose de très important, parce que qui dit autorité dit fiabilité du message. La fiabilité dépend de l'expertise de la personne à traiter du sujet. Donc ceci est lié. Le lien entre l'influenceur et le message, quelqu'un qui évolue dans la mode par exemple et qui va nous vendre des voitures. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément un lien entre l'influenceur et le message. Du coup, voilà. Donc ça peut être un peu compliqué, sauf si on va réellement juger des attraits de beauté ou de physique de la voiture, mais bon voilà, pas de la performance en tout cas. Donc pas d'anonymat typique sur la publicité digitale, donc ça c'est confirmé par 13% des répondants. Et l'influence a un impact sur augmenter la fidélité de la marque qu'à 11%. Beaucoup de marques utilisent des influenceurs pour augmenter la fidélité dans une marque, à leur marque. Ben, ça n'a aucun impact, en fait. C'est 11%, en fait. Si vous jugez qu'investir dans ce credo-là, en utilisant un influenceur pour agrandir la fidélité de la marque
si vous jugez ça pertinent à hauteur de 11%, alors allez-y. Pour moi, ce n'est pas du tout pertinent. Convaincre de faire un achat, voilà, l'influenceur n'est pas forcément celui qu'on va écouter pour faire un achat, sauf si il est expert du sujet traité. Je vais prendre un parallèle. Moi, par exemple, j'évolue dans le domaine de la programmation, du design et du marketing. Si demain, une entreprise qui fait de la programmation, du design ou du marketing veut vendre un service et fait appel à moi, à ce moment-là, j'aurai une certaine expertise à parler de ce sujet-là, puisque, voilà, je serai reconnu comme, entre guillemets, une certaine autorité. Donc, du coup, j'aurai une approche beaucoup plus convaincante qu'une autre personne, même si cette dernière a des millions de fans, en fait. On l'avait vu, en fait, dans les restitutions passées. La notoriété de la marque, tiens, donc l'impact d'un influenceur sur l'agrandissement de la notoriété de la marque ne représente que 20%, 25% des sondés. Donc, un quart des sondés pense que oui, ce qui est peu, encore une fois. Et informer sur les offres et services d'une marque, à ce moment-là, effectivement, ça c'est l'information dite codifiée. On l'a déjà vu, en fait. Les réseaux d'influence, comme on n'a pas de lien fort, en fait, ils sont efficaces quant au transfert de l'information codifiable et codifié. Donc voilà, bon, c'est ceci qui vient ressortir un peu dans cela. Donc si vous avez des informations codifiées, des tarifs, des fiches produits, des choses comme cela, des fiches promo et ainsi de suite, à ce moment-là, vous pouvez les transmettre à travers des influenceurs ou dans le réseau d'influence. Donc autre point, 63% des répondants estiment que les activités sur le réseau ont un impact sur les décisions d'achat. Mais il faut le corréler à l'expertise et à l'autorité à travers le sujet traité. 56% des répondants estiment que le marketing d'influence va bientôt remplacer la publicité digitale, le marketing digital. Si vous ne l'avez pas compris, réveillez-vous. 58% des répondants estiment que le développement du phénomène de blocage de publicité numérique va favoriser le marketing d'influence. Encore une fois, puisque ce n'est pas... les gens vont utiliser ces solutions de blocage de publicité digitale parce qu'ils le vivent comme une invasion, comme de la pub et ainsi de suite, alors que ils aiment bien aller sur des pages d'influenceurs et tout. Donc ça, c'est une démarche personnelle. Donc voilà, ceci explique ce... Donc en gros, en fait, on a validé les trois hypothèses et les applications marketing, comment en tirer profit. Ce que je disais, c'est qu'on ne prend pas un influenceur dans la mode pour venir nous vendre des salades. Cette personne n'est pas une autorité du sujet traité, n'a pas une expertise dans le sujet traité, donc c'est contre-productif. Donc les résultats et implications, il faut utiliser un influenceur, il faut que l'influenceur choisi soit une autorité du sujet traité, il faut que l'influenceur soit jugé crédible par sa communauté, et il faut le faire sur du long terme en fait. Donc si vous voulez diffuser une information sur du long terme, utilisez un réseau d'influence. Si vous voulez utiliser une information sur du court terme, utilisez un micro-réseau ou un cluster. Techniquement, Eric et Eric Academy, je suis plutôt un micro-réseau ou un cluster pour traiter des sujets précis et pour répandre une information beaucoup plus rapidement en fait. Donc voilà. L'effet le plus important de l'implication d'un influenceur en fait dans son marketing est le transfert d'informations et pas n'importe quelle information, les informations codifiées, on l'avait vu. Les influenceurs ont un léger impact sur la notoriété d'une marque. Les marques qui investissent dans le marketing d'influence, c'est déjà bien en fait, on va pas leur dire d'arrêter. Mais investissez plus sur des gens qui sont une certaine autorité du domaine traité en fait. Mais n'allez pas prendre le comique du coin, la star du coin pour essayer d'avoir un impact sur votre autorité de marque. C'est une seule personne sur 4 sera impactée par ce genre de marketing. Et les influenceurs ont très peu d'impact sur l'augmentation de la fidélité à une marque en fait. Donc si vous le faites, arrêtez. Si vous avez beaucoup d'argent à ce moment-là, je vais vous communiquer mon numéro plus tard pour un transfert mobile money. La deuxième étude, donc ça c'est une étude dans une contrée qui n'est pas très loin de notre marché, c'est au Ghana. Il y a eu 10 répondants. Bon, même si la base de répondants est faible, anyway, il y a quand même beaucoup d'informations utiles à en retirer. Donc on a récolté ces données-là via appel et c'est plutôt une recherche qualitative et un entretien semi-structuré. Donc c'est aussi sur l'impact du marketing d'influence dans nos contrées africaines, parce que beaucoup de ces études n'ont pas été faites dans la contrée africaine. Donc je voulais voir en fait s'il y a réellement une différence entre le périmètre du marché et les résultats obtenus sur les études précédentes. Donc les résultats sont à peu près les mêmes. Les marques doivent savoir exactement comment les consommateurs en ligne
se tournent vers les réseaux sociaux pour obtenir des informations et des commentaires. Ce ne sont pas les promotions et la publicité qui font la différence en fait. Donc c'est bien bon de faire toute une promotion, de la publicité, de sponsoriser vos posts, mais ce n'est pas seulement pour cela que d'ailleurs les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour se taper 2-3 heures de publicité. Personne ne va se connecter sur Facebook pour regarder de la vidéo de pub. Les consommateurs recherchent certains très importants chez les influenceurs, à savoir la sincérité, l'expertise, la confiance et la crédibilité. Donc, je vous avais déjà défini 4 critères beaucoup plus précis que ceux qui ressortent de cette étude-là. Donc, essayez de l'utiliser. Si vous savez pourquoi vous allez utiliser un réseau d'influence, faire du marketing d'influence, donc pour juger en fait, vous pouvez utiliser cette matrice-là pour juger, pour faire un classement en fait des influenceurs que vous avez présélectionnés pour savoir in fine qui est-ce que vous allez utiliser. Il est conseillé à ce moment-là, lors de la sélection des influenceurs, à des fins de campagne ou parrainage ou promotion, d'accorder une grande importance à ceux qui représentent les qualités énumérées. Donc, c'est un peu les mêmes conclusions. Pour les influenceurs, parce qu'on va pas les laisser ainsi, parce qu'on a beaucoup de comédiens, beaucoup de stars, beaucoup de gens en fait qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître et connaître leur activité et promouvoir leur activité. Je vous donne quelques idées pour mieux faire. La première idée, c'est que vous devez concevoir que les produits correspondent à vos types de personnalité avant d'entrer en promotion. C'est-à-dire que si on fait appel à vous pour promouvoir quelque chose qui n'a pas un lien avec votre expertise ou que vous n'êtes pas une autorité, cela va être contre-productif pour vous parce que votre base de connaissances, votre réseau d'influence va juger que vous n'êtes attiré que par l'argent. Donc cela va dégrader un peu votre entre guillemets notoriété d'influence dans votre réseau. Si l'attrait physique de l'influenceur est lié au produit dont il fait la promotion, les consommateurs ont tendance à être persuadés et à prendre une décision d'achat favorable. Par exemple, si on a une influenceuse dans le domaine technique et informatique, mais cette dame-là est extrêmement belle et s'habille de manière de manière bonne entre guillemets. Bon, je suis pas le levier par lequel je vais juger de la mode, mais anyway, je suis pas dans ce domaine-là. Mais si son réseau d'influence juge que parce que cette personne-là s'habille bien, elle peut faire la promotion, qu'elle fait de la promotion en fait de produits ou de services de type fashion, lifestyle et des choses comme cela, à ce moment-là, le réseau d'influence le jugera crédible et sera plutôt favorable à ce genre d'interaction. Donc en gros, voilà la récite d'une étude faite par Agam en 2017. L'autre point important pour vous, chers influenceurs, c'est que vous aurez un levier plus important sur vos followers si vous faites de la promotion de produits liés à la mode. Et encore plus si vous êtes jugé séduisant et attractif entre guillemets, puisque cela sera naturellement accepté. Un produit de mode correspond également à leur type de personnalité et comme le suggère la théorie de l'adéquation, les consommateurs développent un comportement d'achat positif à leur égard, donc récit d'une étude faite en 90. Les influenceurs obtiendront un meilleur résultat lorsqu'il y a une adéquation entre l'auteur de la promotion et le produit endossé. Les influenceurs renforcent leur acceptabilité par la conversation qu'ils entament, leur engagement fréquent avec leur communauté. Il y a beaucoup d'influenceurs en fait qui interagissaient énormément au départ, mais qui n'interagissent beaucoup plus avec leur base d'influence, avec leur réseau, avec leurs fans. Ceci est extrêmement dangereux puisque peu de marques, in fine, même si vous avez 10 millions d'abonnés, et que vous n'interagissez pas souvent avec cette base d'abonnés, pas forcément en faisant des posts ou des tweets, mais en répondant, en interagissant, en s'occupant de votre base d'influence, si vous ne le faites pas, en fait, votre marketing d'influence n'aura pas énormément d'impact. Voilà un peu ce que cette étude-là de 2011 dit. Et les références qui m'ont permis de faire en fait ce document-là, j'ai dû utiliser une vingtaine d'études, je crois, pour arriver à finir un peu cette petite récite. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas abordées, il y a beaucoup de choses à aborder, donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par les études, 100% de ces documents-là sont en anglais, donc pour les non-anglophones,
Vous allez peut-être vous amuser un peu, mais sinon utilisez juste des traducteurs en ligne en fait pour arriver à cela. Donc ceci va mettre fin à cette restite. J'ai planifié 30 minutes, je suis à peu près à 45 minutes. Écoutez, je suis Eric Keita. Je travaille dans le domaine du digital depuis plus de 20 ans et dans le marketing depuis à peu près 15 ans. Je suis passionné par cela. Si vous avez jugé ce contenu utile et pertinent, n'hésitez pas à partager cette vidéo. L'acquisition de ce support de formation, je vous le partagerai très bientôt en fait pour les gens qui veulent analyser en fait cette restitution de manière plus posée et calme. Donc je partagerai le PDF très bientôt. Donc d'ici là, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Prenez soin de vous, de vos proches, et à la semaine prochaine et à très bientôt sur Eric Academy, qui est une de mes pages sociales où je fais la promotion de contenu informatif sur le design, le marketing et la programmation de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller me faire un coucou là-bas, à aller liker, à partager mes contenus si vous les trouvez intéressants. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me taguer dans vos questions, j'y répondrai plus tard. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.